Allez, on reprend. Alors la question 4, en fait, on l'a faite dans les questions précédentes, mais je vais peut-être le reprendre parce que je crois que je n'ai pas été très clair. Donc on sait que PC de x est caractérisé comme l'unique, je vais prendre des notations d'avance, c'est l'unique y dans C tel que pour tout z dans C, z moins y scalaire x moins y soit négatif ou nul. Ça, c'est la caractérisation du projeté sur un convexe fermé. Mais maintenant, si C est sous EV, donc on est sous-espace vectoriel, bon, fermé pour avoir l'existence d'un projeté, si C est un sous-espace vectoriel, alors cette propriété est équivalente à pour tout z dans C, z, scalaire x moins y, est négatif. Donc ça, après, ça va être équivalent à dire que c'est nul, mais on va faire la preuve ici. Donc ça, je vais l'appeler, je sais pas, étoile, et ça, étoile, étoile. En effet, si y a la propriété étoile, on prend, je sais pas pourquoi mon stylo ne veut plus écrire. Ok, donc désolé, mon ordinateur, enfin pas mon ordinateur, mais le bloc-notes a planté, donc on reprend. Donc si y a la propriété étoile, on prend un z dans C et on écrit que z, moi je voudrais savoir que z scalaire, donc je pose z' égale z plus y. Ce que je sais, c'est que z' moins y scalaire x moins y est négatif. Le point, c'est que z', il appartient aussi à C parce que c'est une somme de deux éléments de C, c'est-à-dire z scalaire x moins y est négatif. Donc ça, c'est la propriété 2 étoiles. Et si y a la propriété 2 étoiles, ben, on fait la même chose, on prend un z dans C, alors z moins y est dans C, donc z moins y scalaire x moins y est négatif. Donc nos deux propriétés sont bien équivalentes, et d'autre part, si, quel que soit z dans C, z scalaire x moins y est négatif, alors quel que soit z dans C, ben, si je fais moins z scalaire x moins y, c'est aussi négatif. Là, j'utilise qu'un espace vectoriel G stable par multiplication par moins 1. Donc, il ne reste plus beaucoup de choix. Pour tout z dans C, z scalaire x moins y est nul. Donc ça, c'est équivalent à ce que j'ai appelé 2 étoiles dans ces notes. Et ça, c'est finalement, du coup, la caractérisation. Puisque 2 étoiles, c'était la caractérisation du projeté. 2 étoiles lui est équivalent dans le cas où C est un sous-espace vectoriel. Et 2 étoiles, vu qu'on peut multiplier par moins 1, c'est équivalent à dire que que x moins le projeté de x est orthogonal à C. Donc cette caractérisation, c'est une caractérisation, ce qui est exactement ce qu'on demandait de montrer dans la question 4. Ok, et c'est la caractérisation fondamentale à connaître et à retenir du projeté sur un espace vectoriel. Et maintenant, on regarde la question 5, qui est un exemple où on doit montrer qu'un certain sous-ensemble est convexe et fermé, puis projeté dessus. Donc déjà, la convexité de C est à peu près immédiate, hein. Donc je ne vais pas l'écrire. Mais c'est simplement que si... je vais juste écrire l'ingrédient qui est que l'intervalle AB est convexe. Et il y a un tout petit peu de presque partout, parce que si A est plus petit... Et le fait qu'une réunion de deux ensembles de mesure nulle est encore de mesure nulle, parce que si A est plus petit que F, plus petit que B presque partout, A est plus petit que G, plus petit que B presque partout, on a un ensemble de... négligeable en dehors duquel on a à la fois A plus petit que F plus petit que B et A plus petit que G plus petit que B, donc la combinaison reste dans AB. Pourquoi est-ce que c'est fermé?
Ah, ça, c'est peut-être pas si immédiat que ça, hein, parce qu'on a du presque partout, mais une façon de le faire, c'est que si Fn est une suite d'éléments de C, et que Fn tend vers F, alors il existe une sous-suite Fnk, telle que Fnk de x tend vers f de x presque partout. Et donc, on a presque partout à la fois pour tout n, Fn, pour tout k, une notation Fnk de x appartient à AB. Et là, j'utilise pour dire pour tout n, c'est vrai presque partout, pour tout k, pardon, c'est vrai presque partout. Dire que ça veut dire que presque partout c'est vrai pour tout k. Il y a le fait qu'une union dénombrable d'ensemble de mesures nulles et de mesures nulles. Et aussi fk de x tend vers f de x, donc ce coup-ci comme le segment AB est fermé, donc f de x appartient à AB presque partout. Donc ce truc-là est bien convexe et fermé dans L2 de 0, 1, et il y a des petites propriétés de mesure sur lesquelles j'insiste pas du tout pour vérifier ça. Comment faire pour déterminer le projeté? Ben, on se doute peut-être un peu de ce que ça peut être. Donc on prend G dans H, et on pose mon F, on va peut-être pas vu mes notations tout à l'heure, y de x qui vaut A si jamais G est plus petite que A, G de x si jamais, bon ici je dois dire si G de x est plus petite que A, G de x si jamais G de x est entre A et B si jamais G de x est plus grand que B. Donc on tronque notre fonction G en A et en B. Et on doit montrer que y est égal au projeté de G. Déjà, notons que y appartient bien à mon ensemble C. Et maintenant, on prend une fonction f dans C, et on regarde quoi donc? F moins mon projeté, donc f moins y scalaire g moins mon projeté. Qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut l'intégrale sur 0, 1 de f de x moins y de x fois g de x moins y de x. Ok, et ça, qu'est-ce qui se passe? Je vais réécrire ici pour avoir un peu de place. F moins y scalaire g moins y. Alors, qu'est-ce qui se passe surtout sur g de x moins y de x? Ça vaut, il faut que je regarde les valeurs de y de x. Donc, c'est l'intégrale sur l'ensemble des x tel que g de x est plus petite que a de f moins a fois g moins a. Quand g de x est plus petite que a, y vaut a. Plus, quand x est entre a et b, g égale y, donc ça fait 0, plus l'intégrale sur l'ensemble des x tel que g de x est plus grande strictement que b. Dans ce cas-là, y vaut b, et donc on a f moins b, g moins b. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on regarde ces produits? F est dans C, donc ça c'est positif presque partout. Ça, ben, sur cet ensemble-là, c'est bien c'est négatif. Ça, c'est négatif presque partout. Et ça, sur cet ensemble-là, c'est positif. Donc, f moins y scalaire g moins y, eh bien, ben, c'est une somme de deux nombres négatifs. C'est négatif, et ce, pour tout f. Dans C, et donc on a bien y égale projeté de g. Donc ça c'est un exemple de vérification que quelque chose est un
projeté. Donc ce n'est pas vraiment fondamental, je passe un peu vite là-dessus parce que ce qui m'intéresse surtout, c'est les propriétés qui viennent ensuite, qui elles sont vraiment fondamentales à connaître. Donc on regarde notre question 6. On prend f en sous-espace vectoriel fermé. Déjà, on a bien que f inter f orthogonal égale à 0, parce que si x est à la fois dans f et dans f orthogonal, alors on a que x scalaire x, c'est-à-dire la norme de x au carré, vaut 0, puisque x est orthogonal à lui-même. X est dans f et orthogonal à f, donc x est orthogonal à lui-même, il vaut 0. D'autre part, f orthogonal est bien un sous-espace vectoriel. Bon, ça, je ne vais pas insister, c'est le noyau de la projection sur f, si on peut le dire comme ça. Mais sinon, c'est immédiat par propriété du produit scalaire que c'est un sous-espace vectoriel. Alors, j'ai pas tout à fait bien cadré mon énoncé, je vois. Pardon. Ok, donc ce qui me reste à montrer, c'est la décomposition en somme directe. Mais maintenant, si x appartient à h, on a que pf de x est dans f, et que x moins pf de x est, lui, dans f orthogonal. C'est la caractérisation qu'on avait écrite pour le projeter sur un sous-espace vectoriel fermé. Et donc, x s'écrit sous la forme x moins pf de x plus pf de x, qui est bien du coup dans f orthogonal plus f. Finalement, on a comme attendu que h c'est f somme directe f orthogonale, et ça c'était immédiat une fois qu'on savait qu'on pouvait projeter sur les sous-espaces vectoriels fermés et qu'on avait la caractérisation du projeté comme l'unique élément tel que l'unique élément de f tel que x moins cet élément soit orthogonal à f. Maintenant, pourquoi est-ce que f orthogonal est l'unique supplémentaire orthogonal de f? Je ne sais pas, soit g un autre supplémentaire orthogonal, on a par définition g contenu dans f orthogonal, et d'autre part, si on prend u élément de f orthogonal, u s'écrit sous la forme, donc un supplémentaire orthogonal, ça veut dire qu'on a f plus g égale h, et que la somme est orthogonale, que g est orthogonale à h. Donc on a que u s'écrit comme f plus g, avec f dans f et g dans g. Mais alors u scalaire f, ça fait la norme de f au carré, puisque g est orthogonal à f, donc g scalaire f vaut 0. Mais ça, 0 vaut u scalaire f est égal à 0. Je reprends, je vais aller trop vite. Et en plus, j'ai pas cadré. C'est dur de se rappeler de ces choses-là. Donc on reprend. Soit j'ai un autre supplémentaire orthogonal de f. On peut écrire que h s'écrit sous la forme f somme directe g, et en plus g est orthogonal à f. Du coup, automatiquement, g est contenu dans f orthogonal. Réciproquement, si je prends u un élément de f orthogonal, u s'écrit sous la forme f plus g, par le fait que g soit supplémentaire de f. Quand je fais u scalaire f, j'obtiens 0, parce que u était dans f orthogonal, et d'autre part, j'obtiens norme de f au carré, puisque g scalaire f vaut 0, puisque g est orthogonal à f. Donc, u égale g, et donc grand G, donc finalement, f orthogonal égale g. Ok, donc f orthogonal, c'est bien l'unique supplémentaire orthogonal de f. Le fait que ça soit un supplémentaire, ça vient du théorème de projection sur un convexe. Après, on va dérouler un peu des propriétés élémentaires, j'espère, des orthogonaux. F orthogonal, c'est l'ensemble des x dans h, tel que
pour tout f dans grand F, x, f égale à 0. Donc on pourrait vérifier avec des suites que c'est fermé ou écrire ça sous la forme intersection pour f dans grand F de l'ensemble des x dans H tel que x scalaire f égale à 0. Chacune de ces parties-là est fermée par continuité du produit scalaire. Décidément, j'ai beaucoup de mal avec tous ces gadgets. Donc chacune de ces parties est fermée par continuité du produit scalaire. Et donc c'est une intersection de fermé, et c'est donc bien un fermé. Bon, je vous laisse écrire la caractérisation peut-être plus naturelle, l'écriture peut-être plus naturelle à la grecque avec des suites. Je prends xn, une suite d'éléments de f orthogonal qui tendent vers f. Je prends f dans grand F. X scalaire f, c'est la limite, et xn scalaire f, donc ça vaut 0. Et c'est bien exactement la même chose, écrite autrement que ce que je viens d'écrire là. La caractérisation suivante qui est que f orthogonal est égal à f bar orthogonal. Alors déjà, ce qu'on a, c'est que bien sûr f est contenu dans f bar, donc f bar orthogonal, être orthogonal à tous les éléments de f, c'est plus difficile que être orthogonal. Pardon, je ne sais pas ce que j'ai dit, être orthogonal à tous les éléments de l'adhérence de f, c'est plus difficile qu'être orthogonal à tous les éléments de f. Mais maintenant, si je prends x qui est dans f orthogonal, et y qui est dans f bar, on a yn dans f tel que yn tend vers y, et donc x scalaire y, c'est la limite, à nouveau par continuité du produit scalaire, de la suite x scalaire yn, c'est-à-dire 0, et donc x est en fait dans f bar orthogonal, puisque je viens de montrer que son produit scalaire avec n'importe quel vecteur de f bar est nul. Donc x est dans f bar orthogonal, c'est-à-dire f orthogonal égale f bar, le tout orthogonal. Donc ça, on est content. Ça explique un peu ce qui se passe quand on a des sous-espaces vectoriels qui ne sont pas fermés. Et d'autre part, qu'est-ce qui se passe maintenant quand je regarde le double orthogonal? Donc ça, c'est la propriété, une propriété fondamentale qu'on déduit de l'existence de projections orthogonales. Donc on prend f quelconque. Et qu'est-ce que j'ai comme propriété? J'ai déjà que f orthogonal, somme directe f orthogonal, le tout orthogonal, est égal à h. Ça, c'est par propriété f orthogonal est fermé. J'utilise la décomposition qu'on avait obtenue avant, donc par l'existence de projections sur les convexes fermés et les propriétés qu'on a établies quand on projette sur un sous-espace fermé. Mais d'autre part, j'ai aussi f bar orthogonal somme directe f bar qui vaut h, parce que j'applique le théorème de décomposition à l'espace vectoriel fermé f bar. Et ça, c'est aussi, on vient de dire que c'est aussi f orthogonal somme directe f bar, puisque f orthogonal et f bar orthogonal sont les mêmes. Donc f bar et f orthogonal, le tout orthogonal, sont deux supplémentaires. Et décidément, j'ai beaucoup de mal sur cette vidéo-là. F orthogonal et f bar pardon, et f orthogonal orthogonal. Ils sont tous les deux supplémentaires orthogonaux de la même chose, c'est-à-dire de f orthogonal. Et on a dit qu'un espace fermé n'avait, qu'un sous-espace vectoriel fermé n'avait qu'un seul supplémentaire orthogonal, donc f bar est égal à f orthogonal, le tout orthogonal. On me demande de caractériser la densité. Si f est dense, f bar égale à h, pardon, j'arrive pas à effacer ça, donc
f orthogonal égale h, et je suis censé en déduire que f orthogonal est égal à 0, ben, je refais un coup d'orthogonal. F orthogonal, comme il est fermé, c'est f orthogonal, le tout orthogonal. Je ne suis pas en train de faire la preuve la plus élémentaire, mais c'est pas grave, je suis parti là-dessus. C'est h orthogonal, et ça fait donc 0. Donc là, quand je fais 3 orthogonaux, c'est comme en faire un seul. Parce qu'en faire 2, ça veut dire prendre l'adhérence, mais une fois que j'en ai fait un, j'étais déjà fermé. Et d'autre part, si jamais f orthogonal est égal à 0, alors ben, f bar, c'est f orthogonal, le tout orthogonal. Ça, c'est 0 orthogonal, et l'orthogonal de 0, c'est h tout entier, et donc on a bien que f est dense. Mes vidéos sont trop longues, mais c'est pas grave. On continue. Tac, 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 tac. On fait défiler cette chose-là. C'est très perturbant d'avoir une zone d'écriture qui ne fait pas la même taille que la zone qui est capturée par mon écran. C'est beaucoup trop pour un cerveau limité tel que le mien, mais c'est pas grave. Donc on prend un espace de Hilbert séparable, donc un espace qui admet une base hilbertienne. On fera ensuite une vidéo pour réviser ce que c'est, mais ça veut dire une famille dénombrable qui engendre un sous-espace dense. Donc l'exemple typique, c'est L2 de n, et on regarde f égale l'ensemble des 1 plus 1 sur n plus 1 fois en pour n dans grand N. Le point ici, donc ça je vais les appeler un. Le truc c'est que la norme de un moins um au carré, ben, comme mes deux vecteurs si n et m sont distincts, ça fait 1 plus 1 sur n plus 1 norme de en au carré, donc ça fait 1, et j'ai oublié un carré, plus 1 sur m plus 1 au carré, si n est différent de m. Ça c'est juste que comme mes vecteurs sont orthogonaux, la norme de la différence au carré, c'est la somme des carrés des normes, hein, je développe juste mon produit scalaire, donc c'est plus grand que 2, donc la norme de un moins um est plus grande que racine de 2, en particulier les seules suites convergentes d'éléments de f sont stationnaires. Puisque au bout d'un certain rang, la distance entre deux termes de la suite doit être strictement plus petite que racine de 2, ce qui est seulement possible si la suite est constante à partir d'un certain rang. En particulier, f est vraiment très très fermé, il est discret. Donc cet ensemble-là est fermé. D'autre part, est-ce que 0 admet une projection sur f? Ben, c'est quoi la distance de 0 à 1 plus 1 sur n plus 1 fois en? C'est juste la norme de ce vecteur-là, donc c'est 1 plus 1 sur n plus 1 qui tend vers 1. La distance de 0 à f, ça fait donc 1. C'est plus grand que 1 et ça tend vers 1, donc la distance vaut 1. Mais aucun élément de f. N'est à distance 1 de 0. Et donc on voit qu'on a un problème. Il n'y a pas de projection. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de projection? Ben parce que dans la preuve de mon théorème, dans la preuve de notre théorème de projection, on avait utilisé de manière fondamentale que f était convexe, enfin, que la partie sur laquelle on projetait était convexe. Et ici, c'est certainement pas du tout le cas. Maintenant, un exemple, donc on voit que la complétude, on voit que la convexité de l'espace est fondamentale pour, la convexité de l'ensemble sur lequel on projette est fondamentale pour montrer le théorème de projection. Et ici, on va voir que la complétude est fondamentale. Alors, on prend un sous-espace vectoriel dense, donc un cas simple. Vous prenez h égale L2 de n, donc les suites de carrés sommables, et pour eux, vous prenez les suites à support fini.
c'est bien dense dedans. En particulier, E n'est pas complet parce que E, c'est pas H tout entier et c'est dense dedans. Et on définit dans E, qu'on munit du produit scalaire, c'est presque un espace hilbertien, c'est un espace pré-hilbertien. Le problème, c'est qu'il n'est pas complet. Et on prend F, c'est l'ensemble des E dans E, tel que E scalaire Z égale à 0. L'application qui a E associe E scalaire Z, elle est linéaire, hein, c'est une forme linéaire. Je vais l'appeler, donc on a fixé un Z qui n'était pas là-dedans, je vais l'appeler, je sais pas, phi indice Z, cette application. Et elle est linéaire et continue, donc F égale le noyau de cette application, et bien un sous-EV fermé. Donc ça coûtait pas très cher. Et d'autre part, pourquoi est-ce que F c'est pas E tout entier? Parce que soit En qui, dans E, hein, bien sûr, on l'écrire, E est dense, donc j'ai une suite qui tend vers Z. Alors En scalaire Z, ça tend vers la norme de Z au carré, qui est différente de 0. Pourquoi? Parce que Z n'est pas dans E. Comme E est un sous-espace vectoriel, Z est certainement différent de 0. On aurait pu prendre Z de norme 1, ça aurait sûrement simplifié l'énoncé. Donc, En, pour N assez grand, En scalaire Z doit être différent de 0. Et donc, En n'est pas dans F. Donc, F est bien différent de E. Et maintenant, notre but, c'est de montrer que E n'admet pas de projection orthogonale sur F. Bon, qu'il n'y a pas de projection, aucun élément ne peut se projeter sur ce F. Donc F, c'est un sous-espace vectoriel fermé. E, c'est un espace pré-hilbertien. Et je peux projeter personne qui n'est pas dans F dessus. Et qu'est-ce qui manque? C'est le fait que le projeté, il est dans le complété, mais il n'est pas dans l'espace. Donc on fixe en E dans E privé de F. Et si E admettait une projection orthogonale, que je vais appeler, je ne sais pas, U dans F, on aurait que E moins U scalaire F égale à 0 pour tout F dans grand F. C'est la caractérisation d'un projeté orthogonal. Donc finalement, on aurait notre E moins U serait orthogonal à F. Donc E moins U appartient à F orthogonal. Mais F, je peux le voir comme un sous-ensemble de H. D'accord? Donc tout ça, ça se passait dans E, mais E, c'est un sous-espace vectoriel de H, donc je peux penser que ça se passe dans H. Donc je sais, ce qu'on a montré avant, c'est que F orthogonal, c'est la même chose que F bar orthogonal. Donc E moins U appartient à F bar orthogonal. Et on voudrait bien montrer que F bar, c'est l'ensemble des H dans H, tel que H scalaire Z égale à 0. F, c'était l'ensemble des éléments de E dont le produit scalaire avec Z valait 0. Si on avait ça, hein, donc encore une fois, je sais que E moins U est dans F orthogonal, donc E moins U est orthogonal à tous les éléments de F. Du coup, E moins U est aussi orthogonal à tous les éléments de F bar. Et si jamais F bar c'était ça, alors on aurait que E moins U est dans RZ, puisque l'orthogonale des vecteurs qui sont orthogonaux à Z, c'est juste les multiples de Z. Donc finalement, E égale U, puisque Z n'est pas dans E. Donc la seule possibilité pour que la différence de deux éléments soit dans RZ, c'est que les deux éléments soient égaux.
Donc finalement, ce qui nous reste à montrer, c'est le fait que c'est cette propriété-là. Que f bar est égal à l'ensemble des h, tel que h scalaire z vaut 0. Une inclusion évidente, c'est juste par continuité du produit scalaire. Donc maintenant, soit h dans h, tel que h scalaire z égale à 0. Ben, déjà, on a en, une suite d'éléments de E, tel que en tend vers h. Donc ça, c'est bien, mais le problème, c'est que en, a priori, n'est pas orthogonal à z. Mais comment faire pour le rendre orthogonal? On peut trouver un élément, je ne sais pas ce que j'ai pas utilisé comme lettre, donc on va dire v dans E, tel que v scalaire z égale 1, n'importe quoi. Je fixe, parce que je vais m'en servir pour corriger le produit scalaire de en avec h. Donc maintenant, si je pose E tilde n, c'est En moins En scalaire h fois v. Qu'est-ce que j'ai fait ici? En scalaire h, il tend vers z, pardon, il tend vers, il n'est pas égal à quand même. En scalaire h, il tend vers z scalaire h, c'est-à-dire 0. Mais peut-être qu'il n'est pas nul. Moi, je voudrais montrer que h est vraiment une limite d'éléments de E qui sont eux-mêmes orthogonaux à z. Donc ce que je fais, si c'est pas nul, c'est que je corrige ce produit scalaire. Donc j'ai ici deux choses qui se passent. E tilde n scalaire h, ben, ça fait 0. Et d'autre part, E tilde n, il est dans E, et E tilde n tend toujours vers mon vecteur que j'ai appelé h, parce que ça tend vers 0. En scalaire h tend vers 0, donc En scalaire h fois v, ça tend vers 0. Et pourquoi je pouvais trouver un v dans E tel que v scalaire z égale 1, parce qu'on avait dit qu'il y avait des éléments dont le produit scalaire avec z ne valait pas 0. Bon, ben, je multiplie par la bonne constante pour que le produit scalaire fasse 1, tant qu'à faire, c'est plus simple à manipuler. Et donc, on a bien que h est une limite d'éléments de f. Ce qui finit par montrer qu'il n'y a pas de projection orthogonale du tout. On ne peut pas faire du tout ce qu'on voudrait, et c'est parce que le projeté orthogonal, en fait, il utilise le complété, quoi. Il arrive dans le... On peut projeter, mais il faut compléter pour projeter. Donc la complétude est vraiment fondamentale. Maintenant, le théorème 11, donc pour le théorème de projection sur un convexe fermé dans le cas d'un Hilbert complexe. Alors je peux oublier, comme on a fait nous dans le début de cette feuille d'exercice, bon, j'ai pas fait de vidéo dessus, mais on peut oublier la structure d'espace vectoriel complexe et garder seulement la partie réelle du produit scalaire. Et on vérifie sans difficulté que, bon ça je vais l'appeler B peut-être, que on a un espace de Hilbert réel. Et on a toujours norme de H2 égale B de HH. Parce que H scalaire H, c'était réel. Donc en appliquant, comme le théorème de projection sur un convexe, c'est purement en termes de distance, on obtient l'existence et l'unicité du projeté sur un convexe fermé. Encore une fois, pourquoi? Parce que une partie convexe, ça dépend que de la structure d'espace vectoriel réel. Donc le fait d'avoir oublié que je pouvais multiplier par i, ça ne m'a pas changé quelles parties sont convexes. La norme n'a pas changé, donc toutes les notions associées à la distance n'ont pas changé non plus, donc les fermés sont les mêmes. Et donc
par le théorème de projection qu'on a vu dans le cas des Hilbert réels, on obtient l'existence et l'unicité du projeté sur un convexe fermé, que bon, je vais appeler C comme on avait fait tout à l'heure, et on obtient que c'est aussi caractérisé par comme l'unique Y dans C tel que pour tout Z dans C, le produit scalaire B, c'est-à-dire la partie réelle de mon produit scalaire de départ, de Z moins Y scalaire X moins Y, donc X est l'élément que je projette, soit négatif ou nul. Et on retrouve la caractérisation avec des parties réelles, et on voit que ce n'est pas la peine de montrer le théorème dans un espace complexe et de traîner des parties réelles, quand en fait il découle immédiatement du théorème énoncé dans un espace de Hilbert réel, et du fait que en fait, ce théorème de projection sur un convexe fermé, il ne parle pas de la structure complexe. Il ne met en jeu que des notions qui ne dépendent que de la structure réelle, puisque la norme ne dépend que de la structure de H comme espace de Hilbert réel, et la notion de convexité aussi. Bon, évidemment, on pourrait aussi faire la même preuve du théorème de projection sur un convexe en développant les produits scalaires et en traînant des parties réelles partout. Dans le cas complexe, ça marcherait bien sûr aussi. Et ça conclut la correction de cet exercice. Ça a été nettement plus long à faire que ce que j'espérais, mais la vie est dure. Et je vous remercie pour votre attention si vous êtes arrivé au bout de ces presque 37 minutes de vidéo. Merci.